m'appelle Armelle Vinceneux, donc je suis médecin cancérologue au Centre Léon Bérard qui se situe à Lyon. Je partage mon activité entre la prise en charge des patients qui ont un cancer urologique et donc notamment accès aux immunothérapies, notamment les cancers de vessie, cancer du rein, de prostate et du testicule. Et l'autre partie de mon temps, je travaille dans l'unité des essais précoces, donc dit de phase 1 au Centre Léon Bérard, voilà, pour 50% de mon temps. Et je suis ravie de pouvoir vous représenter les essais cliniques, euh, globalement comment ils se déroulent, quelles sortes d'essais existent, comment y participer et comment aussi vous pouvez potentiellement nous aider pour les améliorer. Bonjour, je suis Carlos Gómez Roca, je suis oncologue médical. Je travaille à l'IUCT, l'Institut universitaire de cancer Oncopole à Toulouse, et je m'occupe des essais précoces. Je suis ravi aussi d'être avec vous cet après-midi pour discuter sur les essais cliniques. Euh, donc, c'est quoi un essai clinique? On a essayé de, de se mettre dans différentes situations et d'essayer de prendre aussi le point de vue potentiel de vous, qui êtes patient. Et donc, nous, ce qu'on peut parfois entendre quand on reçoit des patients et des patientes en consultation, accompagnés de leurs proches ou non, et notamment pour les essais de phase précoce pour lesquels on reçoit avec Carlos des patients qui sont un peu plus particuliers. Voilà, c'est parfois, vous êtes mon dernier espoir, il faut absolument que vous fassiez quelque chose, que vous ayez un essai à me proposer. Parfois, on arrive aussi en nous disant, bah, on m'a dit, sinon, si l'essai n'est pas possible, ce sont les soins de confort exclusifs ou les soins palliatifs, avec des mots qui peuvent faire peur. Parfois, l'oncologue référent adresse aussi en disant, bah, moi, on m'a dit qu'on ne pouvait plus rien faire pour moi. On retrouve parfois aussi des interrogations. Est-ce que je vais être un cobaye? Est-ce que ça veut dire que j'accepte d'être un cobaye? C'est souvent un mot qui est utilisé. Et puis parfois aussi, on a des patients qui arrivent en disant, bah, en fait, je sais rien, je sais pas ce que c'est un essai, je sais pas ce que vous allez me proposer. On m'a dit que vous alliez tout m'expliquer. Oui, effectivement, ce sont des, des commentaires, des phrases qu'on entend. Et donc, ce qu'on essayera avec la discussion d'aujourd'hui, c'est de pouvoir donner une idée plus claire de quoi il s'agit et aussi que vous, en tant que des accompagnateurs, puissiez mieux connaître les essais cliniques, comment se déroulent et, euh, et que ce soit plus clair pourquoi ça pourrait être intéressant de participer potentiellement dans un essai clinique. Alors, ça c'est en réalité pas mon imagination, enfin c'est votre imagination, c'est notre, mais on peut imaginer plein de choses pour ce qu'est un essai clinique. On peut voir, comme elle est sur la gauche, un essai très futuriste, des gens placés dans des fauteuils qui on ne sait pas qu'est-ce qu'on va aller faire. Et puis, on peut avoir de l'autre côté les médecins et les infirmières en train de fabriquer des médicaments derrière qu'après on va nous donner. Donc, ce sont des images possibles. Euh, on entend aussi, donc nous en tant que médecins, mais vous aussi en tant que patient et accompagnant, beaucoup de choses dans les médias. Alors il y a des bonnes choses aussi, hein, parce que ça permet d'avoir accès à certaines informations grand public. Mais sur cette slide, il y a par exemple toute l'histoire qu'il y a eu autour des essais cliniques chez les volontaires sains, ce qu'on verra qui est un peu différent en cancérologie, à Rennes, avec un effet secondaire grave qui est survenu chez un patient euh, en cours d'essai, où du coup, voilà, ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup parler sur la sécurité dans les essais, sur qui participait. Et puis, bah, il y a aussi ce que les médias nous disent, c'est les comptes rendus de congrès. Là, par exemple, c'est sur le congrès américain de cancérologie, peut-être que certains d'entre vous ont suivi en 2021 avec
quand on lit juste le titre du média, on a l'impression que du coup, nous, on va pouvoir, en tant que médecin, proposer directement cet essai qui vient d'être communiqué, les résultats. On va pouvoir, dès le lendemain, changer notre pratique et pouvoir le proposer à tous les patients. Voire plus, donc on peut se retrouver avec des informations qui font très peur si je participe dans un essai clinique. Et de l'autre côté, on peut avoir des idées un peu démesurées, comme que c'est trop bon. Et en plus, c'est sans filtre. Si vous regardez les titres, et c'est d'une revue sérieuse, l'intérêt d'une immunothérapie pour le cancer des poumons les plus mortels sur Terre. Disons, avec ces titres-là, en étant patient, on voudrait chercher la première possibilité de traitement de ce type-là, sans trop regarder derrière. Est-ce que c'est du solide? Est-ce que c'est des choses très validées? Ou c'est simplement l'interprétation d'un journaliste et qu'elle veut faire un titre intéressant pour attirer des vues? Après, donc, essais cliniques, il y a des synonymes, on peut entendre comme des essais thérapeutiques ou des études cliniques, et sont des tests qui cherchent à évaluer différentes choses, interventions, en rapport qui peut changer ou traiter une maladie. Ça peut être soit des nouveaux médicaments ou des associations de médicaments, ça peut tester une nouvelle façon d'administrer un traitement, par exemple en oral à la place d'injectable ou un traitement injecté sur la tumeur à la place d'une perfusion dans une veine, ou des nouvelles techniques de traitement. Ça peut être des interventions autres que des médicaments, des chirurgies, de la radiothérapie ou un test diagnostique. Est-ce que ce test diagnostique nous permet de mieux identifier un patient qui peut répondre à un traitement, par exemple? Et ça, c'est important. Alors, quand on pense essai clinique, on pense surtout à un nouveau médicament, un nouveau traitement, mais il y a aussi tous ces autres essais qui sont importants. Par exemple, pour l'immunothérapie, il va y avoir des essais pour la possibilité de faire le nivolumab en sous-cutané. Et ça, c'est quand même... ça peut quand même changer dans la vie quotidienne des patients parce que ça peut faciliter le fait de pouvoir le faire à la maison, renforcer l'ambulatoire. Donc, certes, c'est pas tout à fait comparable avec vraiment des nouveaux médicaments, des perspectives thérapeutiques. Mais c'est tout aussi important. Et puis pareil, en cancérologie, il n'y a pas que les oncologues médicaux, il y a les chirurgiens. Et donc, c'est aussi très important de continuer la recherche et les essais cliniques. C'est un peu plus difficile, notamment en chirurgie, sur des techniques opératoires, des séquences de traitement. Et ça aussi, tout ça, ça fait partie des essais cliniques. Alors, qu'est-ce que c'est un essai clinique? L'objectif, c'est d'arriver à mieux traiter ensuite les patients par rapport à ce qu'on sait actuellement, ce qu'on sait sur la connaissance de la maladie, ce qu'on sait sur les traitements actuellement disponibles, ceux qui fonctionnent et comment on les utilise. Et donc, il y a aussi des essais, ce qu'on appelle de stratégie. Est-ce que c'est mieux de faire une chimiothérapie, par exemple, ou une immunothérapie finalement autour de la chirurgie plutôt que après. Et donc ça, c'est très important. On part quand même d'une méthodologie scientifique, et ça, on le verra, c'est vraiment important pour qu'on puisse à la fin conclure l'essai clinique et que ça puisse nous apporter des choses. Donc, il y a la théorie. On pense que du fait de cette théorie, donc on fait une prédiction et ensuite donc il faut qu'on ait l'expérience sur cette prédiction, qu'on observe et pour voir en disant oui, la théorie s'est vérifiée, non, la théorie s'est pas vérifiée. Donc il y a toute une méthodologie qui est très importante, qui est demandée dans dans le processus de construction des essais, avec voilà, l'objectif qui reste de mieux traiter par rapport à ce que l'on fait actuellement. Donc, c'est important de considérer que derrière les structures de l'essai clinique, il y a une question qui est organisée par cette méthodologie. C'est pour cela que parfois, on en parlera dans quelques instants, que quand on lit notamment les consentements éclairés, tant que patient, on est surpris
de voir un certain aspect. L'objectif de cette étude, c'est d'évaluer les toxicités. Et on peut penser quoi de moi? Enfin, c'est pas pour me traiter, mais justement, oui, c'est pour traiter, mais la question que s'était posée l'essai clinique, que cherche à répondre, c'est exactement celle-là, c'est de voir la bonne dose, la meilleure tolérance. Et donc ça, il faut les prendre en compte pour faire une lecture correcte des documents qui nous sont présentés. Et on va faire les points à l'instant. Alors, qui est impliqué dans un essai clinique? Dans un essai clinique, on n'est pas seuls les patients et les investigateurs, bien qu'ils sont les têtes visibles. C'est une intervention à plusieurs. Donc, il y a les médecins, il y a les patients, donc lesquels ils font la rencontre. Et ça, c'est une relation médico-patient habituelle. Mais quand on participe dans un essai clinique, il y a une tierce personne que c'est les promoteurs. C'est un comité de suivi des autorités de santé qui ont approuvé les protocoles. Ils ont fait une révision, ils l'ont approuvé. Et un comité de suivi qui évalue les bons déroulements et qu'il met des conditions aux certaines règles de comment on administre les traitements, quel type de patient peut être traité dans ces essais cliniques, à qui il est destiné. Et donc, sont comme dire, des règles qui codifient l'interaction entre l'investigateur et les patients. Et donc, comme disait Carlos, c'est pas vraiment deux pôles. Normalement, c'est un peu tout le monde ensemble, mais on voit quand même que d'un côté, il y a ceux qui font le protocole. Donc, le promoteur, on verra qu'il peut y avoir différentes sortes de promoteurs. Les autorités, et peut-être que vous en avez déjà un peu parlé dans le workshop précédent, qui quand même parfois peuvent poser des difficultés supplémentaires ou en tout cas intervenir et parfois complexifier un petit peu la mise en route des essais. Et puis un comité de suivi qui est souvent indépendant. Et donc, ce sont eux qu'on pourrait représenter voilà, par le protocole. Et par contre, dans la vie de tous les jours de l'essai, ça va être plus l'investigateur et les patients. Donc, effectivement, ces graphiques cherchent à démontrer qu'il y a ce rapport médecin-investigateur et patient qui participent dans l'essai clinique, mais avec un certain nombre de règles. Donc, ici, on va essayer de définir un peu les rôles de chacun et aussi bien interpréter justement qu'est-ce qu'on fait. Alors, qui est le médecin qui propose l'essai clinique? Alors, en illustration, c'est un des rares cancérologues dans les séries, dans les séries médicales. Et donc l'oncologue, le cancérologue, il est médecin avant tout. Et en tout cas, moi, dans la pratique, c'est ce que je fais. La première chose, quand on propose de participer, c'est le patient qui est vraiment au premier plan. Et le but, c'est de pouvoir traiter au mieux le patient. On doit parfois faire preuve de discernement, utiliser notre expérience et nos qualités relationnelles. Et parfois, on doit refuser la participation d'un patient qui peut être trop fragile pour participer à l'essai. On le reverra ensuite sur comment on s'est décidé, à quel niveau et comment on fait. Et donc, on doit pouvoir sélectionner, c'est un mot qui est pas très beau, mais c'est le cas, les candidats qui pourront participer à l'essai clinique et par exemple pour les nouvelles thérapies. C'est aussi un scientifique, il doit respecter le protocole, il doit avoir cette rigueur méthodologique, il doit respecter les obligations légales qui sont là aussi pour pouvoir protéger le patient et respecter les règles de bonne conduite, de bonnes pratiques cliniques. Et ça, c'est important parce que si l'essai se fait, il faut qu'on puisse comprendre les résultats, arriver à les évaluer, les interpréter. Et donc, il doit quand il propose l'essai clinique et quand il suit un patient, avoir ces deux facettes de cancérologue, de médecin et de scientifique à côté.
Oui, il faut savoir, c'est qu'un médecin, bien qu'il est médecin et chercheur, l'intérêt principal, c'est d'essayer de mieux traiter les patients et faire une proposition qui les semble le plus adaptée par rapport à ses connaissances et ce dont il dispose comme possibilité de traitement à proposer, et ça dépend de la situation clinique du patient. Là, on a mis les mots bon candidat, ça c'est une phrase d'usage, et il n'y a pas des bons et des mauvais, c'est les candidats adaptés, les mieux adaptés pour les traitements qu'ils proposent, c'est-à-dire que pour lesquels on peut avoir une espoir que ça puisse agir par rapport à contrôler la maladie et qu'en même temps, ces patients puissent bien supporter les éventuels effets secondaires qui pourraient provoquer ces traitements. Donc, pour quel type de patients? On a la majorité des essais cliniques demandent des patients en très bon état général. Ça fait un peu pareil, les connaissances et les interprétations évoluent, mais j'ai entendu plusieurs fois que c'est les patients plutôt en état terminal qui participent à la recherche. Et ça, c'est vraiment hyper loin de la réalité. Et, justement, la recherche elle est faite pour pouvoir évaluer l'action d'un médicament. Et si on a un patient qui est trop fragile, très fatigué, ça va être très difficile de faire la part des choses si cette fatigue elle est reliée à une situation propre de la maladie ou à un effet secondaire du médicament. Et c'est pour cela que réellement sont des patients en bon état général. On appelle ça performance status, c'est-à-dire 0,1, c'est-à-dire un patient avec peu de symptômes, peu gêné pour la maladie, ou un patient avec quelques symptômes, mais qui ne sont pas très handicapants. Certains essais cliniques peuvent permettre d'avoir des patients un peu plus fatigués, comme que ça on appelle performance status 2, mais la réalité c'est que quelqu'un qui a besoin d'un repos plus de la moitié de la journée ou est alité, vraiment, ce n'est pas les patients qui vont pouvoir en bénéficier le plus d'un essai clinique. Après, ils sont adressés pour des situations cliniques particulières. Et ça, c'est soit les types de tumeurs, soit s'ils sont un patient qui sont naïfs de tout traitement, ce qu'on appelle en première ligne, qui sont déjà en échec d'une ligne de traitement, deuxième ligne ou énième, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être déjà reçu plusieurs traitements. Parfois, on teste un nouveau traitement. Ici, on est en train de parler des immunothérapies. Donc, il y a des essais cliniques qui cherchent à évaluer une immunothérapie. Donc, c'est mieux de traiter des patients qui n'ont jamais été exposés à ce type de traitement. Il y a des essais cliniques qui cherchent à évaluer la résistance, ou comment on peut récupérer d'une résistance aux immunothérapies. Là, par définition, ça sera des patients qui ont été déjà exposés. Après, parfois, on sélectionne selon la présence d'un marqueur biologique, une mutation, une anomalie, une protéine spécifique. Et donc, ce sont des éléments qui font qu'on choisit une population et pas une autre. C'est aussi une explication pourquoi, malheureusement, on ne peut pas toujours proposer quelque chose pour tout le monde. On essaye d'avoir les plus des options thérapeutiques dans le cadre des essais cliniques, mais c'est difficile de couvrir toute situation. Après, on demande d'un bon fonctionnement général du corps, c'est-à-dire un rein qui fonctionne correctement, un foie qui fonctionne correctement. Pourquoi? Parce qu'on donne des médicaments, on teste des médicaments et ces médicaments, ils sont éliminés soit par le foie, soit par les reins, entre autres options, et on cherche que ces organes marchent bien pour éviter de mettre les patients dans un risque de toxicité inattendue au plus important. Oui, non, mais je crois que tu as tout dit.
On discutait donc ce qu'on appelle le promoteur, donc c'est lui qui va mettre en route l'étude. C'est quand même dans la majorité des cas, on vous a pas remis de diagramme de répartition en France, en cosérologie comme dans les autres spécialités, mais donc c'est quand même en majorité des laboratoires pharmaceutiques. Ça peut être également des réseaux, du coup, qui ont une force un peu plus grande qu'un hôpital tout seul, donc des réseaux comme Unicancer. On a de nombreux essais Unicancer, donc Arcagie qui s'occupe essentiellement des tumeurs gynécologiques. Il y a aussi des consortiums européens, par exemple aussi pour les essais en pédiatrie qui touchent moins de personnes, donc qui ont besoin que ce soit des réseaux qui les portent, et puis des institutions académiques comme donc les CLCC, c'est les centres de lutte contre le cancer, ou les centres hospitalo-universitaires. Et c'est important c'est difficile de trouver des financements pour être promoteur quand on est une institution académique, plus difficile que quand on est un promoteur, mais c'est très important parce que c'est aussi ces réseaux, ces institutions qui vont poser des questions un peu différentes, mais qui sont tout à fait aussi importantes que d'autres traitements, enfin que d'autres questions sur les traitements ou par exemple les questions de stratégie thérapeutique. Et donc, on essaye en tout cas en France de participer à une recherche qu'on dit académique, et donc qui est pas liée de la même manière à l'industrie pharmaceutique quand c'est pas un laboratoire qui en est le promoteur. Donc, il faut savoir que en essai clinique, il y a des étapes. C'est pas qu'on voit les médecins vous propose de participer et que ces traitements commencent demain. Et il y a différents pas, donc des étapes. Il y a la première, c'est la visite médicale. Donc, vous rencontrez les médecins et on vous présente les possibilités thérapeutiques standards ou des essais cliniques. On explique ce que ça peut impliquer la participation dans les essais cliniques, les contraintes, les incertitudes, les types de médicaments. Et si les patients manifestent être intéressés, ça se formalise avec la signature d'un document qui s'appelle la notice d'information et des consentements éclairés. Et on commence une deuxième étape, que c'est ce qu'on appelle des screenings ou de sélection, des vérifications. C'est-à-dire on vérifie les éléments qu'on vient d'évoquer. Est-ce que ça fonctionne bien les reins, le foie, et est-ce que on peut bien mesurer la maladie pour savoir si les médicaments font un effet sur la maladie ou pas. Et parfois, dans certains essais cliniques, il faut réaliser une biopsie. Donc, c'est le moment où on fait la biopsie. Et ceci, c'est avant de commencer les traitements. Puis, on a la période de traitement. Donc, effectivement, le traitement, il est initié et après, il y a un suivi médical régulier. Dépendant du type d'essai clinique, ça peut être plus intensif au début et plus légère après quelques mois de traitement. Et finalement, la date de fin d'études, que c'est une décision d'arrêt, ceci soit parce que le traitement est terminé, s'il avait une durée prédéfinie, soit parce que le traitement n'a pas montré d'efficacité et la maladie elle est en progression et c'est la meilleure stratégie de changer des traitements, ou parfois parce qu'on se retrouve avec une toxicité que c'est inacceptable, soit pour le patient, soit pour les médecins, soit pour les deux, et pour lesquels il y a une nécessité de stopper ces traitements. Après qu'on arrête les traitements, dépendant des circonstances, il reste quand même un suivi. On ne reçoit plus les médicaments, mais on est toujours suivi dans le cadre de l'étude. On parlait du consentement et j'ai vu qu'il y avait quelques questions sur le chat à ce propos-là. Donc, en France, on parle de consentement éclairé. Ça veut dire que le médecin, la personne qui vous présente le protocole, doit vous expliquer. Ce consentement éclairé, légalement, il doit contenir des informations s'il s'agit d'une molécule ou d'une intervention sur le médicament à l'étude ou les médicaments, la façon dont sur les effets secondaires potentiels.
les procédures reliées au protocole. Ça veut dire, eh ben, en fait, il y a des venues toutes les semaines, il y aura des prises de sang, des examens d'imagerie qui ne seraient pas faits si on faisait un traitement en routine, un traitement dans le cadre d'une autorisation de mise sur le marché standard. Les risques potentiels. Alors, ce que je dis souvent, il y a donc les risques qui sont connus. J'ai vu aussi des questions sur, alors normalement, en fait, tous les effets secondaires d'un médicament dans un essai, ils doivent aussi contenir les effets secondaires qui sont vus avec cette molécule dans d'autres pathologies ou dans d'autres essais. Donc, ce qui fait que parfois, il y a des listes très longues d'effets secondaires pour des essais cliniques avec des médicaments qu'on connaît bien, qui sont parfois testés en association. Et puis, bah, il y a aussi parfois des risques qu'on ne connaît pas. Donc, c'est aussi expliquer que peut-être il y a des effets secondaires qu'on ne connaît pas encore ou qu'on n'a pas identifiés, auxquels le patient peut être exposé. Et puis, il doit être exposé aussi quelle est la question qui est posée par l'essai clinique, quels sont les objectifs, et on parlera d'objectifs primaires, c'est-à-dire quelle est la question auquel l'essai veut répondre, et les autres sous-questions, alors elles sont pas moins importantes parce que ça peut être aussi des questions de qualité de vie, de retard à l'instauration d'un autre traitement derrière, effectivement d'autres données. Et tous ces objectifs sont détaillés dans le consentement éclairé. Normalement, donc, c'est lors d'un entretien que donc, le médecin doit vous donner cette information. Elle doit être personnalisée, parfois au niveau de compréhension dans les mots qu'on utilise. Et on doit remettre au patient un formulaire qui va être à compléter et à signer. Ça peut se faire normalement, c'est bien que ça se fasse dans 2 consultations différentes, ou en tout cas avec un délai de réflexion entre les deux, avant du coup la signature conjointement avec le médecin de ce consentement éclairé, avec la remise d'un des documents au patient. Moi, ce que j'avais noté et ce que je dis, c'est il y a droit aux questions, il n'y a pas de questions bêtes, toutes les questions peuvent être posées. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais, je propose au patient, quand il y a entre 2 consultations, de chez lui, d'en parler avec ses proches, éventuellement avec son médecin traitant, d'annoter ou de noter des questions sur un petit papier à reposer, parce que tout ça, ça fait partie du consentement éclairé avant la signature. Après, un constat que nous avons comme médecins, et c'est que parfois c'est très difficile de faire la lecture de ce type de documents. Ceci, c'est parce que c'est un mélange d'une prospectus d'un médicament. Donc, vous voyez les 400 pages toutes pliées qu'on retrouve dans la boîte, et avec une toute petite lettre et plein des informations qui parfois sont difficiles à interpréter. Après, on peut, je m'excuse pour s'il y a des notaires récents, et c'est un langage parfois très notarial. Donc, un document c'est un document avec une formalité légale, mais c'est la façon qu'il est écrit, c'est pas forcément pour favoriser la compréhension, mais pour bien marquer, avec un langage plutôt légal, les droits du patient, les obligations des médecins, et aussi, quand on participe dans un essai clinique, il y a des assurances. Il y a des assurances qui protègent les patients. S'il y a, par exemple, un problème en effet secondaire. Donc, il y a un langage d'assureur aussi. Et bon, et parfois, donc, comme il montre Obélix et Astérix ici, c'est difficile de naviguer et de faire la part des choses. Ça, c'était l'exemple d'un consentement éclairé que nous trouvions plutôt, un peu mieux construit que certains autres. Donc, par exemple, pour une association de traitements qui sont connus séparément dans certaines indications et qui, là, sont associés dans d'autres types de cancers, avec une table des matières, des petits symboles. Bon, ça peut paraître bête, mais quand même, ça aide à se repérer dans le document, à pouvoir bien comprendre, parce que Carlos vous montrera après un autre consentement. Parfois, il y a tellement d'informations et
des informations donc légales sur les droits d'arrêter à n'importe quel moment l'essai, sur la protection des données personnelles qui sont certes importants, mais qui peuvent parfois noyer les paragraphes sur les informations les plus importantes. Et donc ça, c'était un exemple de consentement éclairé qu'on ne trouvait pas trop mal. Après, il n'y a pas des consentements éclairés, mais il y a celles qui sont plus faciles, plus fluides. Il y a toujours des choses à améliorer. Ici, c'est un consentement version, j'appelle franco-française, parce que c'est inhabituel de les voir dans des formulaires de consentement qui sont des laboratoires pharmaceutiques en dehors de la France ou de la francophonie, et où on doit paragrapher à chaque phrase, ou paragrapher chaque page. Et vraiment, il n'y a pas trop de sens, c'est dans le sens que ça n'améliore pas la compréhension du fait de faire ces paragraphes et de montrer qu'on était obligé à les lire et qu'on a dû mettre nos initiales à côté. Donc, je trouve comme une structure plus complexe sans aider à la compréhension que c'est l'objectif principal. Donc, clairement, vous le voyez, peut-être certains qui participent à la conférence se sont déjà vus proposer un essai clinique et ont pu lire ces notices d'information, ces consentements. Et enfin, moi-même, en tout cas, qui en remet différentes sortes, je vois quand même qu'il y a un besoin d'amélioration. Moi, je suis tout le temps à utiliser d'autres sources pour expliquer l'essai que le consentement, que la notice d'information elle-même, qui en théorie devrait suffire. Mais moi, j'utilise un calendrier Excel pour vous montrer du coup, le schéma, les venues, les hospitalisations, etc. Je refais parfois des dessins, donc il y a un besoin d'amélioration. Probablement, et ça se fait déjà un petit peu, de relecture par des patients ou des patients experts pour la lisibilité, parce que souvent, moi, la première réaction, les patients me disent « Oh là, mais c'est pas pour moi, je comprends pas », alors que la notice, elle est faite pour le patient, en théorie, pour qu'il puisse pouvoir le lire et accepter l'essai clinique. Donc, en vrai, on a tout faux si le patient dit c'est pas pour moi, c'est vraiment fait pour lui. Donc, effectivement, c'est là où nous, on a besoin des patients aussi pour nous aider et aider les promoteurs, notamment industriels, mais aussi académiques, à améliorer la lisibilité de ces notices d'information, peut-être utiliser de nouveaux formats. C'est vrai que maintenant, on a quand même le PDF où on peut envoyer par mail que le papier, etc. Avec le Covid, on a fait beaucoup plus de téléconsultations. Ça reste très compliqué dans le cadre des essais, et notamment pour tout ce qui est signature, sachant que je pense quand même personnellement que pour la présentation d'une étude, il faut que ça... c'est mon avis personnel, il faut que ça puisse être de visu, en tout cas, qui est une interaction, ne serait-ce que pour l'examen clinique et pour pouvoir discuter. C'est quand même pas tout à fait pareil en visio. Et puis parfois, il y a un manque de coordination ou ça apparaît un peu en décalage avec finalement la réalité de l'étude quand on voit les notices d'information. Oui, effectivement, il y a par exemple ce qu'il a dit Armel, c'est qu'on fait on présente l'essai clinique et on donne la notice d'information, et il y a les délais de réflexion. Donc, on a fait la discussion en présentiel, mais si après une réflexion, on nous appelle pour dire je suis intéressé, je voudrais participer, là, à ce moment-là, une signature à distance, il pourra avoir du sens parce qu'on s'était déjà vu, et on pourrait initier à programmer les procédures de l'étude par anticipation. Or, tant que ceci n'a pas lieu, ça implique ajouter du temps, une prise à nouveau rendez-vous, un nouveau déplacement pour les patients. Alors, il faut savoir, et ça c'est surtout pour comprendre pourquoi parfois quand on entend qu'un médicament il vient de montrer des résultats prometteurs, je ne peux pas avoir accès immédiat, en tant que patient, je ne peux pas avoir accès immédiatement. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de temps qui se passe entre la découverte d'une molécule
et l'obtention des informations qu'on appelle précliniques, c'est-à-dire ce qu'on a pris au laboratoire en testant sur des cellules, sur des modèles animaux, et les jours que ça arrive en pharmacie et qu'elle peut être prescrite au large nombre de patients. Et donc, il y a différentes étapes et qu'on appelle des phases 1, 2, 3 et 4. Et sont des essais, que bien qu'on appelle tous des essais cliniques, finalement ils ont des caractéristiques particulières chacun. Donc, il faut savoir que entre le premier test chez l'être humain jusqu'à l'obtention d'une mise en marché, qui est très commercialisée, il se passe plusieurs étapes. Et la majorité de traitements, soit ils font pas ces épreuves au niveau d'efficacité, soit qu'ils se montrent trop toxiques, ou soit qu'ils se montrent pas meilleurs qu'un compétiteur d'un médicament qui est déjà sur les marchés au plus avancé, finalement, il n'arrive pas à être commercialisé. Donc, on voit parfois dans certaines présentations, ce qu'on voit, c'est la pointe de l'iceberg par rapport aux des médicaments qui arrivent, par rapport aux médicaments qui commencent à être testés dans des essais cliniques. Donc, on essaye au maximum, et je pense que ça s'améliore quand même dans le temps, de réduire ce temps entre les données précliniques et, si possible, donc, la construction des essais et la commercialisation. On va revenir en détail sur chacune des phases, même si peut-être pour certains d'entre vous, c'est quelque chose de déjà connu. Donc la phase 1, où l'objectif, en fait, c'est vraiment l'évaluation de la toxicité du médicament à travers du coup, le choix de la dose. Et ce sont des essais où il y a un très faible effectif. Ça peut être de l'ordre de 20 à 50 patients dans le monde. Et donc, avec voilà, peu de patients, des patients qui peuvent ne pas avoir les patients n'ont pas la même dose, parfois pas tout à fait la même façon de donner le traitement. Les phases 2 ont pour but d'évaluer la tolérance et l'efficacité. On commence à aller regarder ça de plus près, et la plupart du temps, ça existe. Il y a des phases 2 où on va avoir plusieurs bras de traitement randomisés, et des phases 2 où tous les patients auront le traitement qui est à l'étude. La phase 3, elle va vraiment regarder l'efficacité par rapport à un comparateur, et on en rediscutera aussi. Donc, ça peut parfois être un placebo ou un autre médicament ou le traitement standard. Ces données de phase 3 et maintenant parfois de phase 2 de gros effectifs vont amener à l'enregistrement du médicament, et on verra, il y a aussi la phase 4 qui est suivie après commercialisation, mais qui est aussi très important de continuer à suivre, et notamment les effets secondaires potentiels, les effets parce qu'ils sont moins fréquents, ou les effets à long terme. Donc ici, c'est un descriptif très, très résumé d'une phase 1, comme l'a dit Armel, c'est à peu près entre 20 et 80 patients, bien qu'il y a des modifications ces dernières années, ça peut arriver que ce soit plus nombreux. Il permet d'administrer un médicament pour la première fois chez l'homme, donc c'est un médicament tout nouveau qui vient de sortir du laboratoire. Parfois, ce sont des médicaments qu'on connaît, mais par exemple deux, mais qu'on met pour la première fois ensemble. Et donc, on doit évaluer si la dose qu'habituellement on utilise de chacun de son côté reste la bonne dose, et aussi voir s'il n'y a pas des éléments de toxicité. Donc, soit nouveau des médicaments, soit qu'on met ensemble des médicaments nouveaux ou déjà connus, ça fait partie des phases 1. On évalue les effets pharmacologiques. Donc, quelle manifestation la présence du médicament va provoquer au niveau de la maladie. Donc, ça, c'est un effet désiré. On cherche un effet antitumoral, ou des effets nocifs, ce qu'on appelle les effets secondaires, et pouvoir bien les identifier et bien les écrire. Et on étudie la pharmacocinétique du médicament, comment on circule, comment on s'élimine. C'est pour ça l'importance que j'avais évoquée que les patients, il faut qu'il n'y ait pas trop de problèmes au niveau des reins, au niveau du foie, pour que les médicaments puissent être bien éliminés. Et donc,
voir comment ça se comporte au niveau de l'organisme. C'est que comment l'organisme se libère ou fait circuler les médicaments. Et ces informations, ces analyses permettent de choisir la dose qu'on va tester à l'étape suivante. Et dans la grande majorité des cas, c'est dans cette phase-là qu'on décide la dose qu'elle va être pour tout le reste de la vie du médicament. Donc, ça sera peut-être la dose auquel il sera commercialisé. Il faut faire attention que, justement, parfois, je retrouve des patients qui participent dans des phasans, qui parfois, ils sont un peu surpris et ils ont peur quand ils regardent et lisent la notice d'information consentement éclairé, qu'ils disent l'objectif de cet essai, il est d'évaluer la pharmacologie et les toxicités. Et il n'est pas évalué il n'est pas fait pour évaluer l'efficacité. Et donc, ça fait, en étant patient, ça fait très peur. Comment on ne peut pas voir si ça marche ou ça marche chez moi. C'est ça, qu'est-ce que ça m'intéresse. Et ça, c'est tout à fait vrai. Et les médecins, on vous propose parce qu'on pense que ça peut agir sur la maladie du patient. Mais la méthode scientifique qu'on avait évoquée tout au début, la question posée par ce type d'essai clinique, comment elle est dessinée, bah, c'est pour évaluer cette toxicité. Donc, ces essais de phase 1, comme Carlos l'a dit, parfois, c'est les premières fois que ce médicament est administré chez l'homme. Parfois, c'est même la première fois qu'un médicament de ce mécanisme d'action est administré chez l'homme. Premier médicament de cette classe de médicaments. Et donc, c'est assez exigeant. Il faut, les patients, je dis souvent, ils sont suivis un peu comme le lait sur le feu parce que il y a quand même des choses qui sont différentes entre le préclinique, la biologie et ce qui se passe chez l'homme. Et donc, pour les essais de phase 1, vous avez une carte là à gauche de l'écran qui vous montre les centres en France qui sont labellisés par l'Institut national du cancer pour réaliser des essais de phase 1, donc on appelle les CLIP, CLIP avec 2P. Donc voilà, moi je travaille au Centre Léon Bérard, Carlos travaille à Toulouse, à l'IUCT. Et donc ces essais de phase 1, en tout cas en cancérologie, doivent sont listés sur cette carte-là et c'est pour ça que parfois un patient va être adressé loin de son domicile pour pouvoir participer à un essai de phase 1, ce qui pose aussi voilà, des questions sur les temps de trajet, la qualité de vie ou le déroulement de l'essai quand un patient habite dans le centre de la France ou même voilà, à Clermont-Ferrand ou à Strasbourg pour être traité dans un essai de phase 1. Sur la droite, c'est un peu toutes les choses, toutes les interventions qu'il va y avoir en plus du traitement chez les patients qui sont traités dans un essai de phase 1. Il va y avoir beaucoup de prélèvements sanguins pour comprendre est-ce qu'il y a des réactions, comment ça se passe. La plupart du temps, il y a nécessité de faire des biopsies. Et moi, je dis aux patients que ces biopsies, elles vont pas changer le traitement pour lui. Elles vont aider à comprendre pourquoi ça fonctionne chez certains patients et pas d'autres. Donc, ces biopsies, en plus, elles doivent être faites avec le moins de risques possible parce que c'est pas ça qui va impacter ou changer le diagnostic du patient ou son traitement. Il y a des consultations régulières avec des médecins de l'équipe, des électrocardiogrammes. Donc, l'APK, c'est les dosages de médicaments aux différents paramètres pour voir comment ça se comporte dans le corps. Est-ce qu'on le retrouve au bout d'1 jour, 2 jours. Donc, voilà, beaucoup de prélèvements et des scanners qui sont beaucoup plus réguliers que pour un traitement standard et même souvent plus réguliers que dans les essais de phase 2 ou 3. Et donc, c'est très lourd. Après, ce qu'on n'a pas redit, c'est que donc, pour les phases 1, tous les patients reçoivent le traitement qui est à l'étude. Il n'y a pas de placebo ou de comparateur. Donc, tous les patients reçoivent le traitement. Parfois, ça peut être une dose ou une façon d'administrer qui peut différer entre 2 patients de la même étude. Oui, ce que je voudrais ajouter, c'est que on peut, en regardant ces plans de la France et le nombre des hôpitaux, on peut dire qu'ils ne sont pas beaucoup. Et ça, c'est parce que ce sont vraiment des études très spécialisées qui demandent beaucoup aux patients, comme vient d'évoquer Armel, mais aussi elles demandent beaucoup aux médecins. Ce sont des centres qui ont rempli un cahier des charges
extrêmement exigeante, tant au niveau des locaux, expérience médicale, disponibilité des différents services pour prendre en charge les patients en cas d'un problème et qu'ils font que ce soit des centres labellisés. Ici, une chose qu'il faut savoir, bon, vous voyez, pour un phasant, il faut faire plein de choses. Prise de sang, électrocardiogramme, consultation, biopsie, des scanners, etc. C'est pour cela que ça explique que quand on voit les patients et on ne peut pas les dire venez demain pour commencer les traitements. Justement, il y a plein de choses qui doivent être faites avant. Donc, cette période, c'est ce qu'on appelle la phase de screening ou de sélection, où moi je préfère l'appeler des vérifications, de vérifier que les protocoles vous correspondent et que vous correspondez au protocole, au sens que on vous permet, on limite la prise des risques et on augmente les chances de pouvoir réussir et avoir un effet bénéfique de traitement. Après, la phase de screening, ça c'est comme on l'appelle les médecins, mais un patient on peut l'appeler la phase d'anxiété parce que ça prend du temps. Une moyenne dans ce type d'essai, c'est des 28 jours. Et donc, ça peut créer de l'angoisse parce que les patients viennent nous voir parce que sa maladie n'est pas contrôlée. Ils souhaiteraient commencer quelque chose de nouveau tout de suite. Et l'effet que le protocole nous impose à ces délais, ça peut être difficile à accepter. Mais il faut comprendre lesquelles sont les raisons que c'est pour protection. Enfin, pour revenir sur les phases 1, cette période de screening, effectivement, elle peut être longue aussi parce que c'est un petit nombre de patients et qu'il peut y avoir du temps entre deux patients. Et donc, on peut voir un patient et en fait avoir possibilité de le traiter dans l'étude que parfois plusieurs semaines après. Et ça, c'est aussi difficile, c'est à discuter entre patients et médecins. Et il y a parfois un côté, enfin, malheureusement, je le dis moi-même parce que je ne vis pas de la même manière parce que ce n'est pas moi le patient, mais en tant que médecin, il y a un côté parfois être au bon moment, au bon endroit pour pouvoir accéder à un essai de phase précoce, que ça, on ne maîtrise pas bien à part essayer de proposer de plus en plus d'études de plus en plus tôt aux patients. Mais donc, il y a parfois voilà, un côté être avec telle maladie et qu'il y ait une place disponible pour cet essai-là et que tous les critères de vérification soient bons. Et ben voilà, on en parle des critères. J'ai mis des feux tricolores parce que c'est souvent moi ce que j'utilise pour dire. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tous les feux soient au vert, tous les critères de vérification soient au vert pour que le patient puisse finalement bien commencer le traitement. Et ça se fait dans ce qu'on appelle la période de screening ou de sélection pour utiliser le français. Donc, il y a souvent ce qu'on appelle des critères d'inclusion. C'est un peu ce qu'on a vu au début, c'est-à-dire qu'il faut avoir tel type de maladie. C'est souvent les critères, il faut que le rein fonctionne bien, le foie fonctionne bien. Donc, c'est sur des critères sur des prises de sang. Parfois, c'est la capacité de pouvoir suivre sur les scanners la maladie, ce qui n'est pas le cas malheureusement pour tous les patients traités pour un cancer. Et puis, il y a parfois des critères d'exclusion qui dépendent des études. Ça peut être d'autres problèmes de santé à côté, d'autres antécédents ou des toxicités précédentes d'autres traitements. Là, c'est un exemple, mais dans la plupart des essais, on est sur voilà, des dizaines de critères différents. Il faut que tout soit checké avant que le patient puisse finalement participer. Et notre rôle en tant que médecin, c'est d'essayer, avant de faire signer, en tout cas de regarder déjà, est-ce que tous ces critères semblent bons. On n'est jamais certain avant le début du traitement, mais c'est nous aussi notre travail de les regarder avant pour pouvoir proposer aux patients qui correspondent ou ne
ou de ne pas proposer ou expliquer qu'on ne peut pas proposer si on sait déjà qu'il y a un critère qui peut être bloquant pour la participation à l'essai, parce que c'est aussi très difficile d'être dans cette période de sélection et finalement de ne pas pouvoir commencer le traitement parce que il y a une case il y a un point qui est bloquant d'inclusion ou d'exclusion. Oui, il faut savoir que c'est de plus en plus complexe. Ici, l'exemple qu'on porte, c'est des 8 pages qu'il faut cocher des caisses. Et donc, parfois, les niveaux peuvent être vraiment, vraiment exigeants. Alors, phase 1, ce sont des nouveaux médicaments, ce sont des choses qui n'ont été pas trop testées. Est-ce que c'est bénéfique ou je vais recevoir quelque chose qui ne va rien faire et je vais servir d'un cobaye? Donc, la réponse, c'est probablement non. Il y a beaucoup de données qui montrent que des essais cliniques elles peuvent être vraiment bénéfiques. À l'heure actuelle, si on voit les dessins, comment ils sont les schémas des essais cliniques, il y a beaucoup, beaucoup de plus des analyses faites au préalable, en préclinique, avant de mettre la molécule dans un essai clinique chez l'être humain. Et ceci fait que ce soit plus ciblé au niveau, par exemple, quel type de traitement on va traiter, mais que ça peut augmenter les chances d'avoir une réponse ou un contrôle de la maladie avec ces nouveaux médicaments. Ceci, c'est encore plus important ou plus visible quand on a des biomarqueurs, donc des mutations, une analyse qui permet déjà de trier les patients qui ont plus de possibilités de répondre que l'autre. Après, on parle de toxicité tout le temps, mais la réalité, c'est que aujourd'hui, c'est assez sécurisant. Il y a, par exemple, une publication au début d'année sur des thérapies ciblées et en phase 1, et ils n'ont pas eu d'essais toxiques, c'est-à-dire des événements si graves qu'ils ont abouti à la mort chez des patients qui ont participé dans un essai clinique. Aujourd'hui, pour une molécule, on peut dire que globalement, un patient sur 10 pourrait avoir une réponse en participant à un essai clinique. Bien sûr, ça peut être très variable d'un essai clinique à l'autre, mais en ligne générale, c'est à peu près les chiffres. On a parlé pas mal de la phase 1 parce qu'on y travaille tous les deux aussi et que c'est des types d'essais un peu différents. Pour les phases 2, c'est là qu'on va plus s'intéresser, en tout cas comme objectif principal, la façon dont l'étude est montée sur l'efficacité, une fois qu'on a trouvé la dose qui permettait d'avoir une balance entre les bénéfices qu'on en attend sur le contrôle de la maladie et les effets secondaires et les toxicités potentielles. Donc dans les phases 2, il y a un peu plus de patients, donc 20 à 200, c'est une fourchette, en tout cas c'est beaucoup plus qu'en phase 1. On veut confirmer cette dose optimale du médicament. On veut encore plus regarder les effets secondaires dans une population qui va recevoir la même dose du traitement et peut-être qu'on va suivre plus longtemps et avoir des données d'efficacité à la fois sur les scanners, est-ce que ça stabilise, est-ce que ça fait répondre, couplé toujours aux données de toxicité chez les patients. Après, il y a différents types de phase 2 et on peut utiliser, que ce soit en phase 1 ou en phase 2, des essais où on va chercher avoir des biomarqueurs pour que les patients puissent participer à la phase 2. Et parfois, c'est des choses qu'on a vues en phase 1. Et du coup, en phase 2, c'est une dose et peut-être une population particulière ou avec un biomarqueur particulier où on pense que c'est plus efficace. Après, on a aussi les phases 3. Ici, c'est plus important. La question vraiment, c'est lesquelles c'est l'efficacité et la tolérance par rapport au traitement standard. Bien qu'on regarde ces éléments aussi dans les autres phases, et ici, il a un intérêt particulier des données, on va dire, plus dures. Par exemple, la survie globale, c'est-à-dire est-ce que cette intervention, ces traitements, fait vivre
plus longtemps les patients par rapport au traitement standard? Est-ce que ces traitements permettent de contrôler pendant plus longtemps la maladie du patient? Est-ce que le traitement est aussi bien toléré, ou mieux toléré, ou moins bien toléré que les traitements standards? Donc, on essaye de défier les standards pour voir si on peut faire mieux et donner une vraie valeur de l'intérêt du médicament. Là, les comparateurs, ça dépend de la situation clinique. Et les comparateurs ne vont pas être les mêmes. Si je prends par exemple un cancer des poumons, ça ne va pas être les mêmes comparateurs en première ligne, en deuxième ou en troisième ligne. Et pareil pour les autres types d'organes. Donc, ça dépend dans quelle situation clinique on est en train de tester la différence d'efficacité d'un traitement. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est de plus en plus rare de placebo, bien que ça existe, surtout dans des situations, par exemple, qu'il n'y a plus de traitement possible à proposer. Un placebo pourrait être éthiquement justifié, mais c'est de plus en plus rare et on essaye d'utiliser les meilleurs traitements disponibles, les plus utilisés comme comparateur pour voir s'il y a un bénéfice. Donc, c'est très important les choix du comparateur parce qu'il faut savoir qu'entre les moments qu'une étude est réfléchie, elle est écrite et qu'il est soumis aux autorités pour, dans un laboratoire ou pour un appel au fond dans le cadre des bourses ou des plans cancer, jusqu'à qu'il soit approuvé, ça peut se passer en 2 ans. Et justement, parfois, on se retrouve que 2 ans plus tard, les bons comparateurs, ils ne sont plus les mêmes. Pour le placebo, effectivement, tu disais que c'est de plus en plus rare, c'est de plus en plus rare comme seule, entre guillemets, alternative. C'est vrai qu'on a quand même encore des essais où c'est, par exemple, dans le cancer du rein, on a un essai où on va regarder est-ce que d'associer donc le cabozantinib, donc un traitement en comprimé dès le début avec une double immunothérapie. Et du coup, tous les patients ont à la fois des comprimés. Enfin, là, il y a du placebo ou par exemple dans les essais aussi de suivi en adjuvant. Toujours dans le cancer du rein, par exemple, où du coup, il y a quand même le placebo qui est proposé. Ça veut dire que ça aussi peut avoir un intérêt pour le patient de participer parce qu'il y a aussi un suivi qui va être voilà, très, très rapproché, même s'il a le placebo et qui vient pour des perfusions de traitement ou pas. Donc, je dirais qu'il y a quand même parfois un peu de placebo, mais rarement comme seul traitement le placebo en dehors des essais d'adjuvant, donc c'est-à-dire pour limiter le risque de récidive ou pour lequel normalement on fait pas, enfin normalement le traitement c'est pas de traitement ou de la surveillance. Donc après, en dernière, donc, en phase 3 concluante, c'est-à-dire qu'il montre qu'il y a un avantage des nouveaux médicaments versus les standards, peut faire que ces médicaments ou cette stratégie soient autorisés, c'est approuvé, validé, remboursé, et ce qu'on appelle l'AMM, autorisation de mise sur le marché. Il existe, mais la recherche ne s'arrête pas forcément là, il existe aussi les phases 4. Et donc, comme vous avez vu, quand on fait les essais cliniques, on a des centaines, au maximum des milliers de patients qui sont participés, mais il y a des effets secondaires très rares qui sont de moins de 1%. Et donc, le phase 4, et que permet de suivre des patients qui prennent les médicaments, mais dans le cadre d'une pratique standard, et on puisse enregistrer les potentiels effets secondaires ou les complications peut-être tardives qu'il peut arriver et pour mieux connaître et mieux comprendre les médicaments. Ici, il y a un exemple, quand on a fait des essais cliniques par immunothérapie, il est très, très rare de voir des effets secondaires au niveau cardiaque. Tant que quand l'utilisation a été plus large, on a retrouvé que c'était en effet des effets secondaires très rares, mais qu'il existait et qu'il s'est répété. Et le fait de faire une phase 4 et avoir suivi de près l'existence de cette potentielle toxicité ont permis de les identifier. Et aujourd'hui,
beaucoup mieux les prendre en charge, les reconnaître et les prendre en charge. Et l'idée aussi, on va le détailler après, c'est donc il faut qu'on puisse se servir, enfin, avoir auprès des patients voilà, leur expérience, de la façon dont les essais sont vécus, les présentations, les différents types d'essais. Il faut aussi que ce soit une décision de participer ou non qui soit faite certains d'entre vous utilisent le mot, le duo patient-soignant, donc patient oncologue référent ou parfois l'oncologue pour lequel le patient est adressé parce que l'essai n'est pas disponible dans son centre. Et en même temps, il faut que nous aussi, on puisse jouer notre rôle de médecin. C'est l'exemple voilà, d'un médecin qui dit « vous préférez quoi ça fait presque entre la peste et le choléra, avec des choses voilà, très, très compliquées pour accéder et pour les prises de décision. C'est vraiment quelque chose qui doit être construit en consultation. Donc, comment faciliter, comment y accéder aux essais cliniques? On n'a pas une seule solution. Ici, il y a des propositions pour aider à pouvoir mettre la balle dans les paniers. La première chose, c'est discuter avec l'oncologue référent. Donc, l'oncologue référent, elle peut avoir plus ou moins de meilleure qualité de communication, d'entente, mais c'est quelqu'un qui cherche toujours les meilleures options pour les patients. Et donc, n'hésitez pas à demander, de défier, entre guillemets, de dire est-ce qu'il pourrait avoir des essais cliniques ou vous avez connaissance des essais cliniques dont je pourrais bénéficier. Parfois, ils ne le savent pas parce que les essais cliniques sont particuliers. Ce n'est pas forcément les mêmes essais cliniques qu'il y a à Lyon, qu'à Toulouse, qu'à Paris ou qu'à Rennes. Mais l'effet d'installer la question dans la tête de votre oncologue, c'est déjà un point inférent et un point important parce qu'il pourra déclencher une démarche qu'il n'aurait pas pensé toute seule. Après, c'est connecté à vous, c'est-à-dire les associations des patients. Vous êtes déjà très engagé par rapport aux patients avec un cancer et vous avez des contacts et vous avez les témoignages des uns et de l'autre et donc vous avez des informations précieuses à transmettre aussi aux gens qui cherchent se connecter avec vous car ils présentent la même maladie et sont des contacts qui parfois ils ont fortement bénéficié des patients et certains essais cliniques. Par exemple, pour des maladies rares ou des anomalies, des mutations qui sont peu fréquentes, par exemple dans les cancers des poumons, les associations des patients ont été majeures pour pouvoir inclure des patients dans des essais cliniques qui ont finalement démontré un bénéfice. Après, une option, c'est de regarder les sites des centres d'oncologie à proximité. C'est vrai que si on est pris en charge dans un hôpital à taille moyenne ou peut-être d'une ville moyenne, il peut avoir des essais cliniques, mais peut-être le nombre des options sont plus limités. Et ils sont peut-être plus riches dans un centre d'oncologie. Donc, vous pouvez regarder sur les sites internet, habituellement, il y a ceux qui sont plus ou moins bien faits, mais tous les centres de lutte contre le cancer et des CHU qui participent fortement dans des essais cliniques mettent en ligne les noms des essais cliniques et ils mettent aussi des contacts et des référents pour consulter en cas d'avoir des questions. Et donc, en quatrième lieu, c'est encore discuter avec votre oncologue référent. Et il est un être humain comme n'importe qui, avec ses problèmes, et parfois il pense beaucoup à vous, mais l'effet que vous installez, j'insiste, une idée, poser une question, c'est quelque chose que ça peut favoriser. Il y a pas mal
certains cas que c'est à partir d'une question d'un patient m'a mis sur une réflexion qui aboutit à une proposition que je n'avais pas pensée toute seule. Donc, n'hésitez pas à discuter et en parler. Oui, on a mis 2 fois, enfin, l'oncologue référent, parce que, et comme certains d'entre vous l'ont souligné dans le chat, c'est sûr que c'est pas aux associations de patients de parler d'études importantes à la place de l'oncologue référent. Ça peut simplement être une solution pour avoir une information enfin, un peu plus éclairée, ou en tout cas du soutien ou une possibilité d'en discuter avec d'autres, parce que parfois, le médecin généraliste, c'est pas son domaine, c'est plus difficile pour lui. Pour les sites internet, c'est vrai que ça demande un travail de mise à jour qui peut être un peu fastidieux. Par exemple, pour le centre Léon Bérard, on vient de tout refaire, mais effectivement, c'est en y allant moi une fois pour regarder quelque chose, je me suis rendu compte que voilà, c'était pas très très à jour, donc ça allait pas entre guillemets en temps réel, mais on essaye de le mettre de plus en plus fréquemment, enfin à jour, pour que les patients ou les médecins puissent y accéder. Pour d'autres exemples, pour informer nos collègues des autres centres hospitaliers de la région. Voilà, on met de plus en plus en place de newsletters qui va récapituler les différents essais dans toutes les pathologies pour les groupes et notamment aussi pour les essais de phase 1. Donc, dès quelqu'un nous a envoyé un patient, on le rajoute dans notre listing et donc on lui envoie de façon trimestrielle ou semestrielle un peu tous les essais disponibles avec les grands points d'information pour qu'il puisse y penser ou pouvoir voilà, avoir un petit mémo quand il voit les différents patients en consultation. Le site de e-cancer est pas bien. Alors, j'y suis pas allée récemment, mais je pense que de ce que j'avais vu, il n'était pas tout à fait à jour pour avoir été déjà dans la situation en dehors du centre Léon Bérard de chercher un essai pour un patient. Après, il y a des sites en anglais, donc je sais que certains patients nous en parlent, sont allés regarder les essais sur le clinical trial qui les contient tous, mais avec une information qui est en anglais et qui est du coup pas accessible forcément à tout le monde et qui demande quand même un peu de discernement scientifique ou sur les mots choisis pour faire les recherches. Donc, après, il y a des réflexions que vous connaissez probablement sur comment il peut aider, les patients peuvent aider la construction, le développement des essais cliniques. Ici, c'est un article intéressant qui est apparu dans Nature Medicine, une revue très prestigieuse au niveau médical, et qui est faite par Bettina Riel, qui est une personne assez bien connue dans le réseau des mélanomes en Europe. Et après, bon, ici, je réponds des points soulevés par elle. Donc, où le contact avec les associations des investigateurs peut donner des connaissances de la difficulté réelle et les problèmes des patients que nous, les chercheurs, on n'a pas prévus. Effectivement, nous n'avons pas forcément les vécus de la maladie et parfois des choses que on pense qu'ils ne sont pas très gênants au niveau des effets secondaires, etc. On ne voit pas très clair et le vécu d'un patient peut être un élément majeur pour mieux évaluer les choses. Et aussi aider à identifier des projets qui peuvent avoir un impact sur le quotidien du patient. Justement, nous, on pense, étant que médecins et scientifiques, ça serait bien de trouver tel type de réponse, mais une question qu'il faut se poser, c'est à quel coût. Par exemple, dans les tumeurs ORL, de la TTQ, on fait des traitements qui sont très agressifs, la chirurgie, la radiothérapie, et donc c'est à partir des demandes des médecins, mais aussi des patients, que dans certains types de tumeurs ORL, il y a des études qui s'appellent des désescalades, c'est-à-dire de faire des traitements moins intensifs en train de protéger la qualité de vie. Il y a aussi les rôles des patients experts. Donc, ce sont des patients formés à la recherche. Bettina Riel mentionne l'importance de que ce soit des gens formés pour
pour avoir la finesse de l'interprétation de à quoi ça consiste de faire et dessiner un essai clinique, mais elle peut avoir un rôle majeur de critique des schémas des essais et des aspects techniques. Il y a parfois, dans des essais cliniques très exigeants, que le nombre de rendez-vous qu'on sollicite aux patients est vraiment très important, de pousser des allers-retours. Et c'est la voix d'un patient expert qui pourrait dire attention, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire venir les patients autant de fois? Et un médecin ne va pas l'entendre, mais un patient, oui. Et après, les associations comportent des gens très divers. Nous, les médecins, on est dans notre petit milieu et on connaît nos ressources et des associations nationales pour trouver des fonds, des soutiens pour communiquer, mais parfois parmi vous, il y a des gens qui peuvent aussi avoir des connaissances. Vous avez un réseau propre et qui peut avoir un impact majeur sur un essai clinique important, mais peut-être interprété comme confidentiel pour des autres structures. Et grâce aux patients et associations des patients, pouvoir trouver sa place ou gagner en reconnaissance. Donc, ça reste quand même parfois vécu un peu comme une aventure, à la fois parce qu'on ne sait pas toujours, on a certes une notice d'information qui paraît hyper détaillée, des tableaux avec plein de venues, mais il y a quand même une aventure. Alors moi, j'utilise beaucoup en consultation le mot quand même incertitude, parce qu'en tant que médecin, on doit aussi être capable de dire il y a des choses qu'on ne sait pas, on ne sait pas à l'avance. Donc, il y a des incertitudes, parfois liées à l'efficacité du médicament qui est testé dans l'essai clinique, parfois les incertitudes liées aux effets secondaires de celui-ci et des contraintes devenues qui sont différentes selon les phases des essais, mais qui peuvent être vécues différemment par les patients. Certains vont trouver ça très contraignant avec une maladie très avancée, sans autre traitement possible, de venir toutes les semaines, et d'autres vont ne pas trouver ça moins contraignant, accepter de participer au contraire, ou contraignant d'être tiré au sort dans les randomisations pour les essais de phase 3. Ça dépend aussi un peu de chaque patient, de son vécu, de plein de choses. Donc il y a un côté découverte de nouveaux médicaments, et il faut penser que les médicaments d'immunothérapie qui sont actuellement utilisés en routine sont passés par des phases 1 avec des petits nombres de patients, et des patients pour lesquels on a vu des réponses prolongées, des rémissions complètes. Et donc, oui, j'espère qu'il va y avoir encore des découvertes dans les essais et la confirmation de cette efficacité. Souvent, c'est quand même parfois... L'essai peut être clinique et peut être présenté comme l'opportunité d'avoir accès à un médicament qui a un mécanisme un peu d'action différent que parfois la chimiothérapie ou d'autres traitements standards, et voilà, que parfois, sans qu'on sache toujours à l'avance, il peut y avoir un trésor caché, une réponse, un suivi, ou que ça puisse amener à la découverte d'une mutation ou d'autre chose. C'est comme ça qu'en tout cas on le voit. Oui, on a il faut aussi qu'ici on met une bien agence, mais les essais cliniques sont très cadrés, et donc ils sont très stricts, avec un suivi très rapproché, que c'est déjà un élément que c'est bénéfique pour les patients. Disons, on est un peu biaisé parce qu'on travaille de cela, mais je crois vraiment que ce sont des nouvelles opportunités, sont des options supplémentaires pour les patients, et on a la chance, Armel et moi, d'avoir connaître des patients qui sont vraiment bénéficiés, bien que ce soit un médicament pour lequel il n'existait pas trop de certitude comment aller marcher. Et c'est pour cela qu'on dit peut-être la présence d'un trésor caché. Donc, merci pour votre patience de notre présentation.